deviné, nous parlons musique. Alors, cette musique de Queen qui vous a fait peut-être rêver ou vibrer, mais musique qui pourrait aussi être bonne pour la santé et pour le cerveau en particulier. Alors, depuis longtemps, on perçoit un bénéfice de façon un peu empirique, mais depuis une vingtaine d'années, l'évolution de l'imagerie a permis de mieux comprendre ce que la musique provoquait dans notre cerveau. Alors, est-ce que la musique soigne vraiment ? Comment? Est-ce qu'il y a des musiques qui ont des effets plus bénéfiques que d'autres? Les réponses d'un spécialiste français de cette affaire, le professeur Hervé Platel, dont les travaux sont mondialement connus dans ce domaine. Et c'était le premier dans les années 90 à avoir justement étudié par cette imagerie, par résonance magnétique nucléaire, le cerveau dans ces conditions. Alors, justement, première question, que fait la musique dans le cerveau? Et elle fait beaucoup de choses en définitive. On pensait justement avant les techniques de neuroimagerie que la musique était traitée peut-être dans une région très spécialisée de notre cerveau, et notamment on pensait que l'hémisphère droit était notre cerveau musical. Et puis l'imagerie cérébrale nous a donné un panorama qui nous a un peu surpris. En définitive, la musique est un média qui capte notre cerveau de manière très très forte. Quand vous entendez de la musique, que vous soyez musicien ou pas d'ailleurs, eh bien ça va rentrer dans votre cerveau par les régions auditives, mais directement en fin de compte aller stimuler aussi vos régions motrices. C'est bien pour ça d'ailleurs que quand vous entendez une musique un petit peu rythmée, vous avez envie de bouger, envie de danser. Et donc ça c'est quelque chose, cette boucle auditivo-motrice qui est très importante. Et puis bien sûr, c'est le plaisir d'entendre des musiques que l'on connaît déjà et qui vont stimuler tout un circuit du plaisir qu'on appelle aussi circuit de la récompense. Donc la musique dans notre cerveau, c'est pas juste une petite région, en fait c'est un ensemble en fait de régions cérébrales interconnectées qui sont particulièrement stimulées. Alors vous travaillez dans une unité INSERM, vous êtes directeur de recherche INSERM à Caen, dans une unité qui est spécialisée justement dans la mémoire et dans la mémoire humaine. Oui. Donc par rapport à cette musique que l'on connaît, est-ce que on peut l'utiliser comme médicament de certaines pathologies, en particulier neurologiques? Médicament, c'est un terme très fort, et je pense qu'on ne peut pas encore aujourd'hui parler de la musique comme un médicament. Par contre, que la musique puisse être un support pour thérapeutique, de prise en charge pour un certain nombre de maladies du cerveau, alors ça c'est quelque chose qui est assez bien connu. Alors qui est connu déjà depuis plus d'une trentaine d'années dans les pratiques orthophoniques, c'est-à-dire l'utilisation d'une mélodie ou d'un rythme pour la rééducation du langage chez les patients aphasiques, c'est-à-dire des patients qui ont des troubles dans la motricité du langage, qui ont des difficultés à pouvoir articuler les sons du langage. Eh bien, les orthophonistes vont utiliser une méthode de mélodie-thérapie rythmée qui est de mettre tout simplement les mots, les phrases sur un support mélodique. Et ça marche très très bien pour désinhiber effectivement la parole, de la même manière qu'on utilise la musique relativement rythmée chez les patients qui ont une maladie de Parkinson pour aider en fin de compte à fluidifier la marche. Donc c'est le même procédé, on va désinhiber effectivement un processus dans le cerveau. Ce sont des jeux de régulation de rythme, c'est-à-dire qu'on resynchronise quelque chose? En fait, ça part du principe que j'évoquais tout à l'heure, c'est que dans votre cerveau, vous avez cette boucle auditivo-motrice, les régions auditives et les régions motrices qui sont très connectées, et donc du coup, de manière, je dirais assez naturelle, eh bien la musique va pouvoir aider à toutes les fonctions de contrôle moteur et aider effectivement à fluidifier la marche pour le parkinsonien, à fluidifier la parole pour l'aphasique. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien connu, mais en fait, on s'aperçoit que l'utilisation de la musique dans un contexte neurologique ou neuropsychiatrique est beaucoup plus large, puisqu'on va la trouver effectivement du côté de la prise en charge des patients avec accident vasculaire cérébral. Et là, c'est la simple écoute de musique qui peut avoir un effet de neurorégulation positif. Et puis, on va la trouver aussi du côté des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer pour réduire les troubles du comportement, mais aussi pour provoquer un éveil donc cognitif, pour lutter contre le syndrome qui est dominant chez ces patients, c'est-à-dire une apathie. Et ces patients, en fin de compte, qui restent, je dirais, s'ils ne sont pas stimulés, ils restent à regarder leurs chaussures, on pourrait dire, et ils ont beaucoup de mal à se mobiliser par eux-mêmes. Donc on comprend bien que
cette musique, ça fait partie d'un des éléments de la prise en charge globale. Est-ce qu'il y a des musiques adaptées? Est-ce qu'il y a des musiques plus rythmées, moins rythmées? Est-ce que c'est quelque chose qui est Alors, connu? dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, par exemple pour la maladie de Parkinson, évidemment, on va essayer de trouver une musique dont le rythme va être particulièrement marqué pour pouvoir aider à la synchronisation de la marche. Donc ça, c'est assez évident qu'on va choisir un style musical très spécifique. Après, pour la prise en charge des troubles comportementaux, la relaxation, et la musique est utilisée bien avant que les neurosciences cognitives s'y intéressent, évidemment dans une optique de modification de l'humeur et notamment de la relaxation, eh bien là, il faut personnaliser l'utilisation des musiques. Et c'est vraiment cette personnalisation qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Comment ça se passe, un atelier de musicothérapie, si ce terme est un petit peu trivial, mais comment est-ce que vous fonctionnez avec les patients? C'est des patients qui sont sélectionnés? Vous dites, tiens, ceux-là sont plus réceptifs? Il y a bien sûr à prendre en considération la réponse à la musique d'un individu. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, effectivement, si la musique est relativement universelle, il y a quand même quelques individus qui ne sont pas forcément très sensibles à la musique. Et puis, pour des raisons pathologiques, il peut y avoir aussi des difficultés de perception de la musique. Alors, en dehors de ça, globalement, les ateliers musicaux sont adaptés assez facilement à plus de 80 à 90% des patients, quelles que soient les situations pathologiques. On voit quand, là, justement, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il faut personnaliser les choses, mais même on peut faire effectivement tout un tas d'actions en petits groupes. Et je dirais qu'il y a deux grands types d'activités qui peuvent être faites. Soit l'activité de musique, on va dire, qui va être juste écoutée, musique réceptive, et là c'est plutôt la relaxation qui est recherchée. Soit on va faire participer les patients donc de manière active, et c'est quelque chose de aussi très habituel, donc de mettre des petits instruments de percussion, etc. dans les mains des patients. Alors c'est à la fois dans le contexte neurologique, mais ça peut être par exemple adapté à des enfants qui peuvent souffrir effectivement d'autisme ou de dyslexie, parce que j'ai parlé des patients avec troubles du langage adultes, mais aussi dans la dyslexie chez l'enfant, on peut utiliser la musique pour permettre, en fin de compte, aussi là au langage, une forme de rééducation du langage. En quelques mots, l'usage de cette musique maintenant est diffusé un peu partout en France. C'est quelque chose qui est utilisé dans les différents services? Alors, je dirais que là, les preuves objectives, donc notamment à partir des neurosciences cognitives, permettent d'aller vers des pratiques de plus en plus fondées d'un point de vue scientifique. La difficulté, c'est souvent, notamment pour les aspects liés à la diminution de la douleur ressentie en soins palliatifs, d'aller effectivement au-delà du simple effet placebo, puisque effectivement, on peut montrer que des séances de relaxation musicale peuvent permettre de diminuer jusqu'à 40% les doses de médicaments antidouleurs dans les services de soins palliatifs. Mais 40%, on n'est pas forcément très très loin de ce qu'on pourrait obtenir avec un effet placebo. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est de mieux comprendre ces mécanismes d'un point de vue scientifique et d'aller au-delà, en fin de compte, de l'effet placebo, ou en tout cas d'optimiser une forme d'effet placebo. Hervé Platel, merci beaucoup, parce que vous voyez, il y a des choses nouvelles. Encore une fois, on ne pensait pas forcément à la musique comme accompagnement par rapport à un certain nombre de maladies. Voilà, on va vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année, et nous quittons bien sûr sur ces mesures de Queen. Ça vous rappelle, je suis sûr, plein de souvenirs. Très belles fêtes. Retrouvez toute l'actualité de la santé sur le site bfmtv.com.